Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer, même si nous sommes un peu en avance. C'est inhabituel pour ce genre d'événement. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de remue-ménage par ici. Donc je m'appelle Claudine Morier. J'ai l'honneur de faire la modération de ce panel qui rassemble de belles personnes, personnalités de différentes fonctions. Donc je vais appeler les personnes qui ne sont pas encore sur l'estrade. Monsieur le ministre Luc-Joseph Occhio, si vous voulez bien prendre place. Sur l'estrade, il y a déjà Aline Muller, donc du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, du LISER, c'est ça. Je vais ensuite appeler Oumarou Amadou Saleh, donc du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Je n'ai pas dit que M. Occhio était donc ministre délégué chargé de la réforme de l'État de la République du Congo. Excusez-moi pour cet oubli. Et nous avons encore Kwasi Kofi Krapoline. J'espère que j'ai prononcé correctement votre nom. Parfait. De la Commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Où vous souhaitez. Et donc, M. Serge Allegrazza nous rejoindra dès que possible. Il est donc représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg. Donc, comme nous avons juste une petite heure, j'ai pas envie de prendre trop de place. J'ai plutôt envie de laisser la place donc à nos intervenants de qualité. Et je proposerai à Monsieur le ministre de commencer votre intervention. Vous avez environ 10 minutes donc pour nous aider à entrer dans ce thème de l'évaluation et de la révolution numérique selon votre perspective. Et puis ensuite, je donnerai la parole aux autres intervenants et nous aurons du temps pour des questions du public. Voilà, merci. Messieurs les ministres, honorables membres du Parlement, Monsieur le Président du réseau francophone de l'évaluation, Monsieur le Président de la SOLEP, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Chères participantes, chers participants, je voudrais, avant tout propos, remercier le réseau francophone de l'évaluation de m'avoir invité à cette 5e édition du Forum international francophone de l'évaluation FIF qui se déroule, comme cela a été dit, pour la première fois en Europe. Mes remerciements vont également à l'endroit de la Société luxembourgeoise de l'évaluation et de la prospective pour l'accueil et l'organisation de cet événement. Les objectifs poursuivis par le réseau francophone de l'évaluation, notamment ceux de renforcer le processus d'institutionnalisation de l'évaluation dans l'espace francophone et d'inscrire la francophonie dans les priorités de l'agenda mondial de l'évaluation, ainsi que les initiatives associées, trouvent un écho favorable en République du Congo. Je tiens aussi à relever le dynamisme remarquable de l'Association congolaise de l'évaluation, ici représentée par quelques évaluateurs, qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir à travers ces multiples initiatives la culture évaluative dans la gestion de l'action publique au Congo. Le programme d'action du gouvernement de la République du Congo a inscrit dans ces domaines prioritaires l'amélioration de la fourniture des services publics numériques adaptés aux populations et à l'inclusion numérique. De ce fait, la culture numérique s'installe progressivement et de manière irréversible dans le quotidien des citoyens congolais. Par exemple, l'utilisation du numérique a contribué significativement à la gestion de la crise sanitaire de COVID-19, en facilitant l'accès à l'information et à l'analyse des données en vue d'une prise de décision rapide.
Mesdames et messieurs, il convient de noter qu'au Congo, le dispositif de suivi et évaluation du Plan national de développement 2022-2026, dont l'objectif est de bâtir une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible, occupe une place centrale dans le système national d'évaluation. Il assure la mesure, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, favorisant une gouvernance basée sur les données probantes et une meilleure planification du développement. Ce dispositif repose par ailleurs sur des mécanismes institutionnels et des procédures bien définies. Il implique la collecte systématique de données pertinentes, la mise en place d'indicateurs de performance, ainsi que la réalisation régulière d'évaluations et de rapports d'avancement suivant une approche participative et inclusive. Cependant, la problématique du financement et des ressources humaines qualifiées constitue des facteurs qui limitent la systématisation de l'évaluation. Dans ce 21e siècle, nul ne peut contester le fait que le développement du numérique à l'échelle globale favorise la connectivité, l'innovation, la collaboration et l'accès à l'information. À cet égard, l'évaluation des politiques publiques au Congo, comme partout ailleurs, bénéficie de l'essor du numérique. Les avancées technologiques qui en résultent permettent dans une certaine mesure une collecte, une analyse et un partage de données plus rapide et précis. Cette transformation digitale favorisera davantage l'accès à l'information, améliorera la qualité des évaluations et favorisera l'implication de toutes les parties prenantes, renforçant ainsi l'efficacité et la transparence des politiques publiques. Mesdames et messieurs, pour terminer, je profite de cette occasion pour souhaiter plein succès à la 5e édition du Forum international francophone de l'évaluation, en espérant qu'il favorise l'échange d'idées, la réflexion collective et la promotion d'une évaluation de qualité pour des politiques publiques responsables. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Je proposerai de continuer avec Monsieur Oumarou Amadou Saleh, donc du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Merci beaucoup, madame. Monsieur le Ministre, honorables parlementaires, Monsieur les Présidents et Mesdames les Présidentes, Présidents des associations nationales, des réseaux en matière d'évaluation, évaluatrices et évaluateurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, bonjour. Je me réjouis fortement de me retrouver dans ce panel en raison notamment de l'absence d'un des panélistes qui était déjà programmé. Cela me permet d'avoir l'occasion d'abord d'exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au réseau francophone de l'évaluation pour les efforts déployés. Et sans vous le cacher, notre première participation à la première édition du FIF à Dakar a été un véritable déclic pour mon pays, le Niger. En 2014, nous avons eu cette occasion et ça a joué un très grand rôle dans le processus qui nous a conduit à institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques au Niger par l'adoption d'un décret et de la politique nationale d'évaluation. Donc depuis 2019, le Niger a adopté et a institutionnalisé l'évaluation des politiques publiques. À l'heure actuelle, nous sommes dans un processus pour véritablement l'opérationnaliser. Donc vraiment, je voudrais les féliciter. Malgré le Covid, ils ont tenu quand même au pari d'organiser tous les 2 ans une édition. Et je pense que ce pari a été gagné. Même le Covid ne l'a pas empêché. Et pour ce qui est de ma communication, elle va s'articuler autour de 4 grandes parties. La première, je vais essayer de montrer un peu l'intérêt que représente la participation à un forum comme celui-ci.
Dans un second temps, je vais essayer quand même, pour en tout cas reconnaître à César ce qui lui appartient, du rôle que jouent à nos côtés les différents partenaires techniques et financiers. Et avant, comme l'a un peu évoqué le ministre de la Réforme de l'État du Congo, les défis qui vont certainement entraver l'opérationnalisation de l'évaluation et de cette révolution numérique. Je vais aussi en évoquer, en rappeler quelques-uns qu'il a déjà évoqués. Et dans une dernière partie, j'essaierai de donner un peu ce que nous attendons de cette édition. Pour donc entamer, le thème de cette édition du Forum de Luxembourg, évaluation et révolution numérique, revêt un intérêt particulier pour la simple raison que force est de reconnaître que la modernisation de l'État, réforme de l'État, à l'ère du numérique est inconcevable sans la pratique évaluative et sans la digitalisation qui sont de plus en plus appréhendées par nos gouvernements comme des exigences institutionnelles et fonctionnelles pour la gouvernance et l'efficacité de l'action publique. J'ai bien aimé dans les propos du ministre de l'Économie, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'a pas mesuré. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on a compris qu'on ne peut plus se permettre de faire nos programmes budgétaires, on ne peut plus se permettre de faire nos planifications sans disposer des données. Et ces données, pour les avoir, il va falloir forcément mettre en place des mécanismes, des outils et des techniques qui vont nous permettre de disposer des preuves matérielles qui vont soutenir toutes nos programmations et qui vont nous permettre de nous faire une idée de ce que nous avons obtenu comme résultat et des mesures collectives à prendre. Il ne faut pas également aussi perdre de vue qu'il y a les agendas internationaux. Aujourd'hui, la diversification des initiatives internationales convergentes, notamment comme les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 9, la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, la déclaration de Busan, ont aussi contribué de faire du suivi et de l'évaluation comme une exigence de gouvernance et notamment de redevabilité. Donc, dans tous nos pays, notamment pour la zone qui nous concerne, l'UEMOA, on s'active vraiment à institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques. Et c'est d'ores et déjà des pays comme le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire qui vient même d'adopter une loi. Et puis tous les autres s'activent pour vraiment en faire un excellent outil de gouvernance. Donc dès lors, l'évaluation est placée comme un élément déterminant des processus de décision et de fonctionnement des institutions étatiques. Il y a aussi, dans le cadre de nos communautés, notamment au niveau de l'UEMOA, comme je le disais, depuis 5 ans, le budget programme a été institutionnalisé. Ce qui fait qu'on est passé du budget classique à un budget programme. Ça veut dire que là, de plus en plus, les gestionnaires, les managers ont une obligation de résultat. Donc, comme ils ont une obligation de résultat, eh bien, ils ne peuvent plus continuer à dépenser. Il faut que chaque franc dépensé, chaque franc investi, on puisse montrer aux contribuables ce que ça a permis d'avoir. Quel est l'effet, quel a été le résultat qui a été obtenu. Et de plus en plus, c'est comme ça que nous raisonnons. Et il y a beaucoup d'institutions, comme la Cour des comptes, et de certaines institutions particulières, des assemblées nationales même, qui veillent et qui s'assurent que le franc du contribuable n'ont pas été jetés en pâture. Et c'est dans ces conditions que l'administration publique ne peut laisser également en marge. Donc, elle est en pleine mutation technologique et tend à s'imposer comme support de traçabilité, de stockage et de traitement des grands volumes d'informations. Et cette dynamique concourt activement à la dématérialisation des relations entre l'administration publique, les marchés publics même, parce que vous savez, en Afrique, c'est le nœud principal, les commandes publiques, et les usagers. Et d'ailleurs, je peux vous le dire à cet instant, notre pays est bien représenté à ce forum. Et il y a d'ailleurs 3 représentants qui sont de l'autorité chargée de réguler la commande publique. Et c'est pour vous montrer que de plus en plus, les questions de redevabilité, de bonne gouvernance sont prises en cause dans le pays. Et également aussi, il y a une forte participation des acteurs de la société civile qui, de par leur rôle de veille, sont amenés à nous rappeler les bonnes pratiques et afin que nous ne puissions pas trop dérailler. Je voudrais, à ce niveau de mon intervention, quand même avec votre permission, rendre hommage à des partenaires stratégiques qui sont vraiment importants pour nos pays.
Je voudrais parler ici de l'IXDEV et de l'Agence française de développement qui œuvrent, en tout cas nous, à nos côtés, notamment dans le cadre d'une initiative que nous avons dénommée Transformation publique en Afrique de l'Ouest. Actuellement, il y a 3 pays de l'UEMOA qui sont engagés, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ils sont d'ailleurs tous représentés ici à ce forum. Et l'objectif, c'est que d'ici 3 ans, la fin du projet, que les autres pays de l'UEMOA puissent également s'adjoindre à nous. L'objectif, l'ambition principale de ce projet TPAO, c'est de faire en sorte que les pays de l'UEMOA puissent se retrouver dans un cadre afin de partager les bonnes pratiques en termes de modernisation, en termes de réforme. Et un accent particulier va être accordé à toutes les pratiques numériques, toutes les pratiques digitalisées. Et d'ores et déjà, par exemple, on sait qu'au Burkina Faso, il y a le e-concours qui a été institué. Au Sénégal, il y a le Sénégal Service. Et donc, au lieu qu'au Niger, on se permette de chercher à fabriquer ou à réfléchir, eh bien, on va se partager les bonnes pratiques et la transposition pourrait se faire également facilement. Avant même d'adjoindre la Côte d'Ivoire, on sait qu'au niveau également de la Côte d'Ivoire, pour le suivi, la gestion du personnel de la fonction publique, il y a une importante application qui s'appelle Stickfire, qui a été mise en place, qui a été montée, qui permet aux fonctionnaires d'être suivis du début jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays de l'UEMOA qui en profite. Et ce projet que l'IXDEV et AFD ont facilité la mise en place va nous permettre à terme de faire en sorte que tous les pays de l'UEMOA puissent profiter de ces bonnes pratiques. Et je ne voudrais pas également oublier notamment un partenaire qui, dans nos pays, joue beaucoup, qui vraiment est le porte-flambeau, qui nous a beaucoup aidés, qui continue à aider beaucoup de pays, c'est-à-dire l'UNICEF, dans l'opérationnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Cependant, cette révolution numérique et cette évaluation des politiques publiques ne peut pas être réussie si nous n'arrivons pas à relever quelques défis par la correction des situations suivantes. Nous sommes vraiment exposés à ces défis. Je m'en veux citer quelques-uns. Il y a, comme l'a dit le ministre de la Réforme d'État, le manque de ressources humaines bien formées sur les méthodes et outils d'évaluation et critères évaluatifs. Il y a le fait que nous avons encore des difficultés. Il y a très peu ou pas même de ressources financières dans le budget général de l'État pour financer les travaux d'évaluation et surtout l'opérationnalisation des recommandations issues des évaluations. Il y a la faible interconnexion entre les évaluations, les études diagnostiques et même les audits pour une amélioration intégrée de la gouvernance. On n'a pas encore l'impression que nous disposons d'un dispositif, de mécanisme qui permet d'exploiter concomitamment les résultats, les conclusions de toutes ces activités. Il y a aussi le manque d'interconnexion de plateformes numériques, notamment du monde universitaire, où il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées, et le monde du développement. Jusqu'à présent, dans nos pays, c'est 2 mondes qui évoluent de façon vraiment dispersée. Et si vraiment nous voulons avoir des résultats, il va falloir que nous puissions établir une passerelle qui va permettre aux 2 mondes de se nourrir. C'est extrêmement important et ça va certainement permettre de viabiliser notre société de connaissances. Il y a aussi, ça je pense que beaucoup de pays le rencontrent comme problème, c'est le manque de prise en compte des conclusions et recommandations des évaluations dans la chaîne décisionnelle de l'État. Souvent, les rapports sont laissés dans les tiroirs et les pouvoirs publics ne sont pas toujours disposés à les mettre en compte. Donc, pour terminer, je voudrais en tout cas m'assurer et espérer que ce cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui sera un cadre d'échange de toutes ces préoccupations afin de nous permettre d'avoir des pistes de solutions pour relever ces défis que je viens de développer. Mais ça sera aussi certainement, comme ça a déjà commencé, un cadre de tissage des liens et de relations entre nous qui va nous être profitable. Et également, ça sera certainement un cadre de partage d'expériences entre pays
pays francophones. Seulement, aussi, mon dernier mot, c'est de dire qu'il n'y a aucun doute que le numérique a l'avantage d'accéder à des quantités importantes de données collectées, de faire des suivis à distance et même des réunions, comme on a vu pour ce qui est du cas de la 4e édition. Mais comme l'a dit le président du RFE ce matin, rien ne vaut aussi pour un évaluateur d'être à la fois un homme de terrain et un homme de bureau. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, Monsieur Oumarou Amadou Saleh, et bienvenue à Serge Allegretsa qui nous a rejoints. Vous n'avez pas de chance, on a commencé en avance aujourd'hui, ce qui est vraiment inhabituel. Vous seriez en retard. Ah, et ben non. Faites préparer à tout. Mais on vous laisse arriver tranquillement, vous installer. Et j'avais envie de donner la parole maintenant à Madame Aline Muller du LISER. Je vous remercie. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, en vous rend grade et qualité, chers confrères du panel, d'abord, bonjour, et surtout, je souhaiterais me joindre à mes confrères du panel pour exprimer mes remerciements pour cette invitation du réseau francophone de l'évaluation à m'exprimer sur, je dirais, quelques concepts liés à l'évaluation, et je rebondirai sur quelques points que mes confrères ont soulignés. Je pense que tout d'abord, quand on parle d'évaluation, il faut faire une distinction entre la vraie évaluation et une sorte d'évaluation, mais qui n'est pas une évaluation de résultats. Parce que très souvent, on confond évaluation de moyens et évaluation de résultats. Donc je pense que l'évaluation de moyens peut-être un intérêt pour rendre compte de l'utilisation de moyens, mais n'a rien à voir avec l'évaluation d'impact telle qu'on souhaite vraiment la mener pour véritablement vérifier sur base de données probantes, de données objectives, si les bénéficiaires cibles d'une politique publique ont vu leur situation améliorée par la politique publique. Donc je pense que ça, c'est un point essentiel. Monsieur le ministre Fayot a cité l'exemple d'indicateurs. Maintenant, il y a 2,5 livres par élève. Quelque part, c'est la preuve d'un moyen qui a été mis en œuvre, mais ne permet pas de conclure sur la situation et l'amélioration de la situation des bénéficiaires cibles. Je pense que ça, c'est aussi marque la grande différence qui peut être aussi portée entre les évaluations que mon collègue a mentionnées qui atterrissent dans des tiroirs et donc des évaluations plutôt tampons, et je sais que les différentes organisations internationales soumettent de nombreux pays à de nombreuses évaluations tampons, et une évaluation à travers laquelle on apprend et à travers laquelle on va réorienter et améliorer les politiques qui sont menées sur le terrain. Donc, je pense aussi que toute évaluation doit s'inscrire dans une question d'apprentissage. Il y va de la publicité de l'évaluation elle-même, mais aussi de son utilisation par l'ensemble des parties prenantes. Et ça, je pense que c'est aussi un des fondements d'une évaluation réussie. Et d'abord, quand elle est, et je pense que ça sera souligné dans de nombreux ateliers, quand elle est intégrée déjà dans la construction de l'analyse prospective, et quand l'évaluation intègre véritablement les perspectives et même dans son montage, dans sa construction, les besoins des différentes parties prenantes. Donc une évaluation ne doit pas se faire en silo, une évaluation doit se faire avec les parties prenantes, et surtout quand cette évaluation vise à porter d'abord sur un projet pilote pour permettre ensuite une mise à l'échelle. Et là, dans cette utilisation de l'évaluation, il est aussi important, avant la mise à l'échelle ou dans le cadre de la mise à l'échelle, de l'utilisation de l'évaluation pour une mise à l'échelle, de bien vérifier l'ensemble des contextes et des contextes
connus principalement par les parties prenantes, de manière à vérifier qu'une mise à l'échelle ne soit pas réalisée sur base d'une évaluation contextualisée, spécifique, avant d'être généralisée dans un contexte plus large avec des caractéristiques différentes. Ensuite, j'aimerais, je dirais, plutôt venir sur l'apport plutôt qu'apporte le monde scientifique, ce monde que je représente dans ce panel. Donc, le LISER est un institut, un centre de recherche public indépendant qui rassemble des scientifiques qui travaillent d'une part sur le développement de compétences, et mon confrère a aussi souligné l'importance des ressources humaines qualifiées dans le domaine de l'évaluation, et l'investissement aussi dans les méthodes. Donc les méthodes d'évaluation, parce que ce qui est primordial, c'est la robustesse des résultats de l'évaluation. Parce qu'une évaluation peut être conduite avec des a priori, très souvent, soyons honnêtes, et ces a priori, il faut pouvoir les mettre de côté et pouvoir mener les travaux d'évaluation en toute objectivité sur des données probantes et neutres. Cette robustesse, et dans le cadre de cette robustesse, j'aimerais étendre un petit peu le plaidoyer qui a été présenté lors des discours introductifs sur la publicité des rapports d'évaluation et mener un cran plus loin, je dirais, la publicité aussi de toutes les données sur base desquelles l'évaluation a été menée. Parce que cette publicité est la seule garante dans le monde scientifique de la réplicabilité des travaux et donc des vérifications de robustesse des conclusions de l'évaluation. Donc je pense que là, c'est un combat conjoint entre les pouvoirs publics, le monde professionnel de l'évaluation et du monde scientifique, de mettre tout en œuvre pour pouvoir garantir la robustesse des résultats d'évaluation. Car rien n'est pire, bien évidemment, que de conclusions empreintes de considérations, comme je l'avais dit, d'a priori avant évaluation, ou même pire, empreinte de considérations idéologiques. Et j'aimerais aussi ici, à l'occasion, comme on est quand même dans le forum des évaluateurs, saluer tous les évaluateurs qui, dans le cadre de ce type d'évaluation, ont aussi le courage de se retirer d'évaluations qui ne sont pas menées dans les règles de l'art. Il en va vraiment de la fiabilité, de la crédibilité des évaluations et aussi de leur utilisation. Alors, je parle de cette robustesse et de cette rigueur sur un domaine qui est extrêmement difficile, parce que les données se multiplient, mais on ne doit pas oublier aussi que les évaluations se mènent dans des contextes socio-économiques et qu'il est très difficile de mener des évaluations. Et j'aimerais d'ailleurs saluer ici, je dirais, les travaux de nos confrères Imben, Skarge et Engris, qui ont fait l'honneur de nous visiter ici à Luxembourg il y a quelques semaines. Parce que ces scientifiques ont permis de vraiment faire des pas en avant significatifs dans le monde de l'évaluation dans des contextes socio-économiques. Parce que malheureusement, contrairement à des essais cliniques où on peut relativement facilement isoler et contrôler les effets d'une politique ou d'un médicament, dans le cas de politique publique, c'est quand même vachement plus difficile. Parce que quand on agit ou quand on fait un programme pour une population cible, bien évidemment, on ne peut pas contrôler pour le reste du monde et on ne peut pas contrôler sur le déséquilibre qu'on va procurer et qu'on va en fait provoquer par l'action sur une population cible. Parce qu'en fait, tout l'équilibre, puisqu'on parle souvent de marché, tout l'équilibre va bouger et il est très difficile d'isoler vraiment l'effet de la politique et du programme en lui-même et de le comparer toute autre chose restant égale.
Donc, bien évidemment, la multiplication des données nous ouvre des portes aussi méthodologiques beaucoup plus grandes dans ce domaine-là. Donc, la manière de pouvoir construire des cadres d'évaluation rigoureux et permettant de contrôler, grâce à la multiplicité et l'interconnexion des données, des pans différents de l'évaluation, du contexte qui est évalué, permet justement d'améliorer les contrôles qui sont et d'isoler l'effet de ces programmes qui sont évalués. Mais n'oublions pas non plus que ces données, la multiplicité de ces données, apporte aussi une multiplicité de bruits et d'informations supplémentaires et que ce qui est l'essentiel est d'en tirer la qualité de la donnée. Donc, je sais qu'il y aura des ateliers spécifiquement dédiés à cette question de cette profusion, cette croissance exponentielle des données qui sont actuellement disponibles et la production de ces données par la société, par nous-mêmes, grâce à nos téléphones, grâce à tout ce qu'on a autour de nous, sur nous, nous permet effectivement d'aller dans une granularité, dans une temporalité beaucoup plus fine, mais nous confronte aussi, nous évaluateurs, à la nécessité de déployer des techniques et des méthodologies de nettoyage, d'extraction de l'information hors des données qui ouvre tout un monde. J'aimerais encore porter 2 ou 3 points importants dans le cadre de l'évaluation. C'est d'abord la question de la temporalité. Oui, je vais alors faire très bref sur la temporalité, parce que très souvent aussi au Luxembourg, et je vais, à mon avis, mon confrère Serge Agreza va appuyer ce point, l'évaluation est portée dans une temporalité très courte parce qu'il faut très vite en fait répondre sur l'utilisation des données publiques et très souvent les impacts sur les populations cibles prennent bien évidemment du temps. Tout comme la question de la verticalité et l'horizontalité. Je prends pour exemple toutes les études scientifiques qui ont été portées sur la gestion de la crise Covid et tout le débat scientifique très riche qui est porté et où on voit vraiment les deux, je dirais, fronts scientifiques s'affronter entre ceux qui regardent de manière très verticale sur des populations et sur l'action de politique très spécifique et ceux qui prennent une perspective beaucoup plus holistique et permettant de dégager justement toutes les interdépendances provoquées par une politique. Enfin, et là je vais conclure sur ce point-là, j'aimerais saluer aussi tous les dispositifs qui ont été mis en place dans les pays représentés dans ce panel, mais aussi auprès de vous et surtout en Afrique, sur l'inscription de l'évaluation publique dans les organes et dans les politiques nationales publiques, en association avec les organes démocratiques. Parce que ça, c'est quelque chose où je pense que aussi le Nord peut apprendre du Sud, parce que je pense qu'en Afrique, vous êtes allé plus loin que de nombreux pays du Nord, et cette institutionnalisation des appareils d'évaluation ne fait qu'accroître la qualité du débat démocratique dans vos assemblées, et ce n'est que le juste retour de rendre institutionnellement compte de l'efficacité de l'allocation des ressources publiques et de la redistribution des deniers publics. Donc, merci beaucoup. Quelques points. Un grand merci, Madame Muller, et désolée d'avoir dû vous presser un peu. Ce sont les règles du jeu. Exactement. C'est pour ça qu'on a besoin de 3 jours pour le traiter. Je propose de retourner au Sud maintenant pour notre prochain intervenant et de donner la parole à Monsieur Kwasi Kofi Krapolin. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le ministre, Monsieur le panéliste, Monsieur et Madame, le panéliste, excusez-moi, chers participants,
au nom de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer et vous dire clairement que nous sommes venus avec des députés, avec aussi le Sénat, mais surtout avec l'administration. Je suis là avec la haute autorité qui est représentée, le Conseil économique, social, environnemental qui est représenté, et aussi les membres de la société civile, avec Loris et Désiré Val, Dr Koulibaly, merci d'être là. Et je voudrais dire pour nous, l'évaluation des politiques publiques part d'abord de ce que nous appelons de la volonté politique. Toute politique part de la volonté politique. Et c'est pourquoi je vais vous montrer un peu ce que nous faisons. En Côte d'Ivoire, nous allons partager l'expérience ivoirienne et naturellement revenir au thème. Je voudrais donc, avant tout propos, exprimer ma reconnaissance aux organisateurs de ce forum qui nous permettent de nous retrouver entre évaluateurs francophones et surtout de partager nos expériences en matière d'évaluation des politiques publiques. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a renoué avec la planification stratégique avec l'adoption du Plan national de développement PND. Cet exercice s'est poursuivi avec l'adoption de 2 autres PND, dont celui qui couvre la période 2021-2025. Si la planification semble connaître un bon ancrage institutionnel, cela n'était pas le cas pour le suivi et évaluation qui constituait le maillon faible de la chaîne prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. La révision constitutionnelle de 2016 a réglé cette question en institutionnalisant l'évaluation des politiques publiques. Ainsi, désormais, le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action gouvernementale, mais désormais évalue les politiques publiques. Cette évolution est la conséquence logique du passage, et comme l'a dit mon cher aîné, au budget programme qui oblige les ministères et les structures à mettre en place un dispositif de mesure de performance. Cette performance doit être présentée au Parlement à travers la loi de règlement de la loi des finances. Au vu des fortes contraintes budgétaires dans lesquelles s'inscrit aujourd'hui l'action publique dans notre pays, connaître l'impact des politiques mises en œuvre semble une évidence afin d'améliorer l'efficacité, surtout de la dépense publique. Mais après donc l'institutionnalisation, la constitutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, l'Assemblée nationale, en 2018, a pris en charge cette politique et en la mettant dans notre règlement. Et ce qui a permis de créer la commission de l'évaluation des politiques publiques. Je suis sûr que nous sommes un des rares pays qui avons pris en charge à l'Assemblée nationale la politique de l'évaluation des politiques, en la confiant à une commission spéciale et qui traite de cette question. J'en suis le président et c'est pour cela que je suis avec vous en tant que parlementaire. Au-delà de donc, cette prise en charge par l'Assemblée nationale, nous avons voulu voter une loi spécialement pour mettre en place ce que nous appelons le cadre normatif et mettre ensemble les acteurs. Parce que nous avons l'État, le gouvernement, nous avons le Parlement, mais nous avons aussi la société civile. Ces 3 acteurs importants sont donc encadrés dans une loi votée en 2022, décembre 2022. Et cette loi nous permet de savoir le rôle de chacun. Le rôle de l'État est de faire ce que nous appelons l'évaluation interne. Et le rôle du Parlement et de la Cour des comptes, l'évaluation externe. Le suivi est fait, ce que nous appelons le suivi citoyen, est fait par les organisations de la société civile. Voilà comment la Côte d'Ivoire est organisée. Et ici, j'ai entendu parler de moyens. La loi a mis en place ce que nous appelons 2 fonds. C'est vrai que nous n'avons pas encore mis ces fonds, mais il faut dire le cadre, il faudrait noter que le cadre existe. La loi existe, nous allons naturellement l'appliquer. Il y a 2 fonds existent. Un fonds est logé au ministère du Plan et du Développement et un autre fonds au niveau du Parlement pour permettre à l'évaluateur d'avoir les moyens nécessaires pour le travail qu'il faut faire. Parce que vous l'avez dit, et tout le monde, on est tous unanimes, pour évaluer, il faut des moyens. Nous avons donc pris le taureau par les cornes et nous allons venir vers tous nos partenaires pour voir comment rechercher ces financements et permettre à l'État de Côte d'Ivoire de mener sa politique d'évaluation des politiques publiques et pour être efficient et efficace, permettre à nos populations d'avoir les résultats pour cette politique d'évaluation des politiques publiques. En réalité, pour nous, le numérique, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une opportunité. Nous ne sommes plus en 1960. Nous vivons avec notre ère. Tous les outils qui viennent pour améliorer la vie des uns et des autres sont utilisés dans le cadre d'amélioration de toute politique
et c'est le cas de la politique et de l'évaluation des politiques publiques. Donc nous sommes preneurs, c'est donc une opportunité. Et on l'a dit, toute opportunité et comme toute révolution a besoin d'avoir un encadrement pour avoir un visage humain, comme toute révolution. Donc nous devons aussi regarder effectivement cette révolution comme les IA qui peuvent aller dans tous les sens s'il n'y a pas d'encadrement pour permettre à cette intelligence artificielle non seulement de permettre d'avoir de bonnes données, des données fiables, des données probantes pour mener à bien nos politiques publiques, mais il faut aussi qu'elles soient humaines pour ne pas aussi aller dans tous les sens. Voilà un peu sur la question du numérique. Voilà sur la question du numérique. En Côte d'Ivoire aussi, nous avons permis que le RIS, il faut les féliciter. Avant donc la constitutionnalisation, il faut les féliciter pour le travail qu'ils ont fait en amont. Sans eux, je ne pense pas qu'on serait ici actuellement dans ce... Il faut les féliciter. Il faut vraiment les féliciter. Il faut vraiment les féliciter. Donc la démarche pour nous repose sur cette expertise que j'appelle l'expertise de la société civile, que j'appelle le travail de l'État avec les instruments, l'inspection d'État, qui fait l'évaluation interne, qui produit chaque année le rapport national de l'évaluation des politiques publiques, qui est envoyé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale fait des observations et nous en ramenons avec des recommandations à l'État de Côte d'Ivoire pour essayer de les appliquer. J'ai discuté hier donc avec une de mes collègues de Madagascar. Ce qu'il faut recommander, c'est qu'il faut permettre qu'il y ait une collaboration intelligente, pour ne même pas dire intelligible, entre le Parlement et le gouvernement. Il ne faut pas aller à l'affrontement. Dans nos États, il ne faut pas aller à l'affrontement. Il faut permettre à ces deux institutions, chacune dans son domaine, de travailler ensemble. Parce que qu'est-ce qui est en question? Ce qui est en jeu, c'est le résultat et surtout, qu'est-ce que le citoyen lambda obtient comme résultat, comme amélioration dans sa vie. Et nous concourons, nous tous, le gouvernement, la société civile, le Parlement, nous concourons à ce bien-être. Pourquoi aller à l'affrontement? Donc nous, on a compris clairement qu'il fallait travailler avec notre gouvernement pour mettre en place d'abord tout cet arsenal juridique et après, dans cet arsenal juridique, chercher les moyens afin de mettre en œuvre toute notre politique. Voilà ce que je voudrais dire. Et encore une fois, nous sommes pour la révolution numérique. Nous sommes pour la révolution numérique parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Et en réalité, nous ne pouvons pas aussi nous en passer. Et elle nous donne des résultats qui peuvent nous permettre d'avancer. Et l'État de Côte d'Ivoire est preneur. Les institutions sont déjà en place. Les instruments sont en place. Nous allons chercher les financements et nous allons avancer dans ce cadre-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Kofi Krapoline. Et donc, il nous reste encore un peu de temps pour écouter Monsieur Serge Allegretsa et de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et puis ensuite, nous pourrons discuter et approfondir tous ces apports intéressants que vous avez apportés. Merci. Merci. J'aimerais d'abord saluer tous les dignitaires en vos grades et qualités. Mesdames, Messieurs, moi, j'ai quelques petits témoignages que je voudrais partager qui viennent de la pratique luxembourgeoise. D'abord, je suis immensément admiratif devant l'institutionnalisation de méthodes, d'approches d'évaluation, de commissions d'évaluation, parce que tout ça, nous ne l'avons pas, hein, ça n'existe pas au Luxembourg. Mais il existe des pratiques, hein, il y a des choses qu'on fait. De temps en temps, se pose la question si telle ou telle politique a effectivement atteint son objectif. Mais c'est plutôt rare. Quand on fait de l'évaluation, Madame la professeure, Madame Müller l'a dit très, très clairement, il faut arriver déjà à formuler entre moyens et résultats. Très souvent, dans la politique, on prend les moyens comme résultat. En fait, non, le moyen, ça sert à atteindre les résultats, mais le résultat, il faut arriver à le définir clairement. Et là, je peux vous dire que c'est très difficile d'arriver à aider à ce que que ce soit des entreprises ou le gouvernement, définissent clairement ce qu'il veut vraiment faire, à quel résultat il veut arriver. Et là, j'aimerais citer quelques exemples où on voit toute la difficulté de cette démarche. Alors, je prends l'exemple que j'adore, c'est celui ce qu'on appelait l'Europe 2020. Alors,
pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Mais en fait, l'Union européenne s'était donné des objectifs généraux à atteindre par tous les États membres et l'Union européenne dans son ensemble. C'était entre 2010 et 2020. Et l'idée, c'était, par exemple, c'était une croissance inclusive et verte. Et je trouve que la démarche était fantastique, hein, c'était de dire, voilà, on se fixe des objectifs, comme par exemple le taux d'emploi ou les dépenses de R&D. Hein. Déjà, pour les dépenses de R&D, ça commence à être un peu compliqué, parce que est-ce un moyen ou une fin, hein. Mais il y en avait un qui était quand même très clair, c'est le taux de pauvreté, ce qu'on appelle le taux de risque de pauvreté. Et l'idée, c'était que chaque pays devait fixer un objectif d'amélioration de la situation. Donc, en principe, de réduire le taux de pauvreté. Et ces indicateurs ont été discutés longuement par des fonctionnaires de très très haut niveau et on a fixé toute une batterie d'indicateurs très clairs, harmonisés par Eurostat, donc pas de doute sur la qualité des statistiques. Et si je prends le cas du Luxembourg, par exemple, là, on s'est dit, oui, le taux de pauvreté, ça ne veut rien dire. C'est pas clair, on va fixer le nombre de personnes qui sont en pauvreté et on va les réduire de 5000 par an. Alors ça semblait une super idée, et puis on avait complètement oublié, enfin pas nous, hein, c'est les ministères avaient complètement oublié qu'avec une population qui augmente, même si vous avez le même taux de pauvreté, forcément, avec la population augmente, vous aurez encore beaucoup plus de pauvres. On a commencé à 60 000, on a atterri à 120 000, donc ça, ils ont pris peur. Et on avait comme ça, dans des rapports année par année, qui ont été publiés par l'Union européenne, on avait ces fameux objectifs qui montaient donc de 60 000 personnes en taux de risque de pauvreté jusqu'à 120 000, et tout le monde était mal à l'aise. Hein. Alors on leur a expliqué que ils avaient choisi le mauvais indicateur, mais si on regardait quand même le taux de pauvreté relatif, néanmoins, il augmentait aussi. Hein. Mais celui-là, il ne l'avait pas fixé, donc ça ne les intéressait pas trop. Et je me rappelle avoir été plusieurs fois au Parlement où on m'a posé la question, mais comment se fait-il que... Et alors, il y a plein d'explications pourquoi dans un pays comme le nôtre, les inégalités augmentent, ça s'explique surtout par la venue de gens, puisque leur population augmente avec des revenus plus élevés, au-dessus de la médiane. Donc, mécaniquement, l'inégalité augmente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était un instrument d'évaluation. Hein, donc, on a bien un objectif. On a des évaluations faites par le gouvernement, par l'Union européenne, par notre Parlement. On constate qu'on ne matche pas l'objectif. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et ben, on ne fait rien. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui personnellement, m'a beaucoup impressionné, cette capacité à ne pas prendre en compte ce qu'on voit. En fait, on serait attendu à dire, voilà, si ça augmente, c'est que, soit on a mis les mauvais objectifs et c'est pas du tout tenable dans notre société, ça aurait été une bonne réponse, mais ça, ce qui montre qu'il faut aussi avoir beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de l'économie, de la société, pour fixer des bons objectifs, des objectifs qui sont atteignables. Là, on a suffisamment choisi de les ignorer. On a attendu 2020, donc le programme était terminé. Même l'Union européenne n'a pas fait d'évaluation de son propre programme, qui s'appelle UE 2020. Et c'est parti aux oubliettes, mais moi je l'utilise à chaque fois lorsque je parle de ces sujets, parce que je trouve que c'est véritablement parlant, cette façon de ne pas prendre en compte ce que nous savons. Donc on sait quelque chose, on vient fixer un objectif, on ne fait rien. Je vous donne un autre exemple beaucoup plus concret. On a fait le recensement de la population, le recensement général de la population l'année passée. Et on avait fait d'abord des expérimentations dans différentes communes. Là, on est dans le digital. Vous m'avez demandé des exemples digitaux. On est allé voir, parce que comme le recensement peut se faire complètement en ligne, on a essayé d'abord de tester, d'abord si les questions étaient compréhensibles avec les langues, est-ce qu'on arrivait à se connecter, etc., tous ces problèmes. Donc on a fait des évaluations exemptées qui ont été assez décevantes, je dois dire. D'abord parce qu'on avait prévu plein de langues, et puis les gens se satisfaisaient du français. Bon. Alors qu'on a tout un débat sur les langues à Luxembourg. Et puis, deuxièmement, la grande désillusion pour moi, c'était que finalement, les gens ne recouraient pas trop à les possibilités de répondre en ligne. Voilà. Visiblement,
La société digitale, on n'y est pas tout à fait encore. Pour les gens, il y a quand même des obstacles à faire cela. Heureusement, si je peux m'exprimer comme ça, il y a eu le Covid. Parce que là, d'abord, tout le monde avait été enfermé et devait travailler à distance, devait utiliser le Teams, les conférences en ligne, etc. Donc, il y a un énorme apprentissage sur le même site que nous utilisons pour le recensement, qui est le site de l'État sur lequel on répond. On peut faire des démarches en ligne, des démarches administratives en ligne. Et on s'est rendu compte qu'on s'attendait à ce que le recensement, une fois qu'il démarrait, c'était juste après la période Covid, enfin, c'était la fin de la période Covid, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment un boom, c'est-à-dire que les gens qui étaient maintenant habitués à se faire tester, à se faire vacciner, qui sont habitués à travailler en ligne, par le télétravail, recouraient davantage justement à ces moyens. Et là, on était surpris, on est passé de 30% à 50%. Donc c'est un bond, mais on reste toujours pas très digitaux. C'est quand même assez surprenant. Et là, on est vraiment dans de l'évaluation, c'est presque un expériment naturel, où on voit une action est mise en place, on attend des résultats, et puis finalement, ces résultats ne sont pas là. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on va encore travailler pour comprendre qui sont les gens qui ont répondu en ligne, qui n'ont pas répondu. Le recensement n'est pas encore tout à fait terminé, l'évaluation, mais on aura des travaux là-dessus, parce que ça me paraît quand même assez fondamental et ça montre que la société digitale, elle n'est pas encore enracinée. J'ai un autre exemple assez intéressant, mais qui est venu pas de façon intentionnelle, mais dans la foulée, le gouvernement, avec l'augmentation de l'inflation suite aux prix énergétiques qui ont explosé, il y a eu un certain nombre de négociations tripartites, syndicats, patronat, gouvernement, et la grande idée, c'était de réduire l'inflation. Et une des idées, c'était de réduire le taux de TVA, parce que ça permettait justement de réduire artificiellement l'inflation. Et dans notre pays, on a encore un système qui s'appelle l'indexation automatique des salaires, c'est-à-dire une fois qu'on dépasse 2,5% par rapport à un pivot, un peu comme en Belgique aussi, tous les salaires sont augmentés automatiquement, ainsi que les retraites de 2,5%. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'existe que dans certains pays, dont le nôtre, la Belgique, et je crois ça existe sous des formes atténuées encore dans d'autres pays. Donc, réduire la TVA, mais exempter. On a regardé la littérature, qu'est-ce que ça pouvait donner, qu'est-ce qu'on pouvait attendre comme effet. Et on s'est dit, non seulement il y a ça, mais en plus, il n'est pas sûr que les commerçants vont justement aussi répercuter cette baisse de la TVA. Ils peuvent retenir, augmenter les prix et garder cette aubaine pour eux. Donc, ce n'est pas sûr que l'effet sera là. Donc, on a regardé la littérature. Tout ça s'est fait très vite parce que, comme disait Aline, c'était pendant des négociations monstres où il y avait plein de monde et j'étais là avec une toute petite équipe. On a regardé ce que donnait la littérature et on a dit, bon, si vous diminuez d'1%, 0,5% vont arriver à leur fin et ça aura tel effet sur le ralentissement de l'inflation. Et donc, la décision a été prise d'implémenter cette baisse de la TVA, donc ce qui est une perte de revenus pour l'État, mais on ne savait pas quel était l'effet. Donc, on a fait des évaluations ex post, et là, on est plein dans l'évaluation. On a fait des évaluations ex post pour voir ce que l'effet que ça a. Et ce n'est pas 0,5, c'est plutôt 0,4. Donc, il y a un effet, mais quand même assez limité. Donc, on peut alors se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre autant d'argent pour réduire le taux d'inflation, mais ça c'est un débat plutôt politique que je laisserai à d'autres, mais on a fait véritablement là une évaluation telle qu'on se serait attendu selon les méthodes. On a d'ailleurs utilisé des méthodes contrefactuelles parce qu'il faut trouver des références par rapport à d'autres pays, parce que sinon vous ne pouvez pas évaluer quel était l'effet de cette baisse de la TVA. Voilà, là vous avez quelques exemples que j'ai voulu donner qui montrent un peu la complexité de ce genre d'approche. Difficulté à fixer des bons objectifs, les suivre, les mettre en musique. Alors par exemple, pour réduire l'inflation, là tout le monde était d'accord, il y avait vraiment une volonté politique très forte
pour arriver à un résultat. C'est pour ça que des choses ont été faites. Pour la pauvreté, apparemment, il n'y a pas ce genre de volonté. Et voilà. Et donc, ça montre que d'abord, c'est tout à fait faisable. Je pense qu'on a développé pas mal de méthodes pour approcher, pour faire ces évaluations. Mais dans notre pays, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de systématique. Hélas, là, je suis tout à fait admiratif devant tous ceux qui ont une démarche systématique d'évaluation des politiques, alors que chez nous, ça se fait plutôt spontanément. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Allegrezza. J'ai quelques questions dans mes manches au cas où, mais j'ai surtout envie de voir si la salle a des questions pour nos intervenants et intervenantes. Et si jamais on vous a perdu, je prendrai le relais. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Auquel cas, je vous remercierais de poser une question plutôt concise, de ne pas faire de commentaires élargis, parce qu'il nous reste un peu moins de 15 minutes. Donc ce serait bien de rester concis et de dire à qui vous adressez votre question. Est-ce qu'on a quelqu'un pour amener un micro ou... Oh là là, il y a une première question là-bas au fond. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est Gado Bourema du Niger, ancien parlementaire, évaluateur. Je voudrais juste poser une question à l'honorable Kwasi Kofi Kra-Olin par rapport à l'exposition. Je n'ai pas entendu, je ne les ai pas entendus évoquer l'existence d'une politique nationale de l'évaluation en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, qui est-ce qui mène le leadership de l'évaluation en Côte d'Ivoire? Est-ce le Parlement? Est-ce le gouvernement ou le pouvoir judiciaire? Merci. Oui, allez-y. Merci beaucoup, honorable. Non, je l'ai dit clairement, chez nous, il faut, depuis 2012 donc, on a essayé d'institutionnaliser la question de l'évaluation des politiques publiques. Ça, je l'ai dit clairement. Et j'ai même dit que ça aboutit au vote d'une loi, décembre 2022. Et cette loi-là encadre, met le cadre normatif de tout ce qui est l'écosystème de l'évaluation. Et le leadership de l'évaluation interne est exercé par le gouvernement. Mais l'exercice de l'évaluation externe appartient au Parlement, qui est un peu partagé avec la Cour des comptes. Mais je veux dire que l'essentiel du travail est fait par le Parlement. L'essentiel du travail. Donc, il n'y a pas de leadership du gouvernement sur le Parlement. Au contraire, à ce domaine, je peux dire que c'est le Parlement qui tient les rênes. Parce qu'on parle de l'évaluation, c'est de l'évaluation externe. L'évaluation interne, c'est une évaluation administrative. Naturellement, elle ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation externe qui concerne la politique menée sur les populations. Et quel est ce résultat? Quel est l'impact de cette politique sur les populations? Et ça, le leadership appartient au Parlement ivoirien. Naturellement, nous avons associé la société civile. Parce que la société civile est pour nous, et je ne les remercierai pas assez, parce que c'est cette société civile qui a permis à la constitutionnalisation de l'évaluation et à tout ce travail, le résultat qu'on obtient aujourd'hui. Voilà comment est-ce que la politique de l'évaluation des politiques publiques est ficelée et conduite en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, naturellement. Bon, ça c'est le ministère du Plan et du Développement est un document. Et je vous ai parlé du PND. Tout ça là est constitué dans un document qui nous permet donc de travailler. Mais le vrai problème, nous allons faire
Et la loi nous dit de mettre en place le guide. Et il y a des documents qui vont suivre le guide, le fond, ainsi de suite, les outils pour prendre en charge toute cette évaluation. On n'a pas encore achevé le volet institutionnel. Nous l'avons entamé, je vous parle de 2022. Donc, nous continuons à travailler pour finaliser ce dossier. Merci. Il y a beaucoup de mains levées. Il y avait une dame devant, là, en premier rang. Si vous voulez bien amener le micro, merci beaucoup. Oui, bonjour. Bon, je tiens d'abord à féliciter ceux qui ont présenté, qui ont fait un rapport succinct du niveau d'évaluation de leur pays. Et donc, je suis Madame Laetitia Kakou, conseillère du Premier ministre chargée des questions de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Ma question est adressée à l'honorable Serge Allegreza. Ce que j'ai compris, c'est que vous faites déjà une évaluation systématique dans votre pays. Apparemment, tout est bien cadré. Donc, c'est assez... Non, Serge Allegreza, non, c'est plutôt l'honorable Kwasi Kofi-Kwa. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai compris que c'est la société civile qui fait le suivi. Bon, je dis comment est-ce que la société civile fait le suivi si le gouvernement lui ne fait pas le suivi, parce que ce n'est pas eux qui exécutent l'action du gouvernement. Donc, ils n'ont pas de données à disposition. Donc, pour faire le suivi, il faudrait qu'au préalable, le gouvernement fasse d'abord un suivi. Ça, c'était la première observation. Et la deuxième, qui est le leader, je reprends encore la question, le leader d'évaluation au niveau du gouvernement. C'est bien le gouvernement qui le fait. Est-ce que c'est chaque département ministériel qui envoie des données d'évaluation, ou bien c'est au niveau de la primature ou de la présidence qui fait l'ensemble d'évaluation du gouvernement? C'était ça ma question. Et la dernière, c'est quels sont les outils d'évaluation au niveau de la Côte d'Ivoire? Donc, je parle en termes de documents stratégiques et aussi en termes de matrices. Je pense que vous utilisez l'approche CEMAC ou l'approche CAR au niveau de l'évaluation. Voilà, j'aimerais avoir des informations là-dessus. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'adressent à d'autres panélistes? Éventuellement, on peut en entendre encore une ou deux, et puis je vous laisserai ensuite répondre. Bien, merci. Merci beaucoup. Je voudrais donc m'associer aux félicitations à l'endroit des différents panélistes et aller directement pour poser ma question à Monsieur le ministre. J'ai constaté que depuis un certain moment, il y a un certain mouvement de l'association congolaise d'évaluation. Je voudrais naturellement savoir, est-ce que c'est dû à un cadre institutionnel qui existait déjà et qui a facilité un peu ces avancées en termes de mobilisation? Et après, est-ce que depuis que vous êtes engagé dans cette dynamique-là, est-ce qu'il y a des résultats, tant soit peu, que cette dynamique a commencé à impulser dans la gestion de façon générale? Merci beaucoup. Merci. On va prendre encore une autre question, idéalement pour un ou une autre panéliste, et je vous laisserai répondre après. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je suis Madame Apedouama, je viens du Cameroun, je m'intéresse au café. Je suis spécialisée dans la question de genre. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous avez pris en compte dans vos dispositifs les questions de genre. Merci. Et votre question s'adresse à qui? À tout le monde. À qui souhaite répondre. Très bien, ça me plaît. D'accord. Non, on va quand même écouter les réponses, sinon on ne va pas se souvenir des questions. Dans l'ordre et de manière concise, si possible. Merci beaucoup, monsieur. Madame? Non, je voudrais répondre à la question de madame. Au niveau du suivi, nous avons deux sortes de suivi. Il y a le suivi qui est fait par le Parlement, l'article 54 de notre loi. Et ce suivi-là, nous prenons ce que nous appelons le registre national de l'évaluation des politiques publiques. C'est toutes les politiques évaluées dans l'année, et ça se faisait déjà à le Conseil national des droits de l'homme. Il nous envoie un document, et ce document contient toutes les politiques qui ont été évaluées. Naturellement, nous faisons, après l'adoption, pour ne pas dire les recommandations de l'Assemblée nationale, on demande qu'il y ait un suivi qui est exercé par le Parlement. Ça, c'est le premier niveau de suivi.
Le deuxième niveau de suivi est fait par la société civile et il y a par arrêté ministériel. Il est créé ce qu'on appelle la plateforme pour le suivi de l'évaluation des politiques publiques. Et le leadership, c'est ce que nous appelons le suivi citoyen. Ce suivi citoyen est exercé par la société civile. Voilà comment c'est réalisé naturellement. Le suivi est fait par le Parlement. Et chaque fois qu'il y a des rectifications ou des corrections à faire, nous ramenons le dossier, le document à l'exécutif. Le premier niveau sur la question du suivi. Vous avez parlé de qui a le leadership, si j'ai bien compris. Le leadership, et je le répète, de l'évaluation, et comme c'est contenu dans la loi, appartient au Parlement. Le leadership appartient au Parlement. Nous avons commencé, et le ministère du Plan, qui représente l'État dans tout cet écosystème-là, le ministère du Plan n'est qu'un ministère technique et qui suit l'évaluation interne en concurrence avec l'IGE, l'inspection générale d'État. L'inspection générale d'État, et qui après, tout ce qui est interne comme évaluation est ramené toujours au Parlement pour vérification. Mais sinon, la procédure de saisine, notre règlement de l'Assemblée nationale de 2018, dans ses articles 153 jusqu'à 156, nous avons la possibilité de l'autosaisine. Nous pouvons regarder dans tout le paysage ivoirien et nous dire en tant que parlementaires, telle politique, nous allons l'évaluer et personne, aucune institution ne peut nous arrêter pour dire non, vous ne pouvez pas le faire, nous avons cette possibilité et qui est donnée par la loi. C'est l'autosaisine. La deuxième façon de saisir la commission et la commission de l'évaluation, chaque année, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale, qui sont 6, peuvent nous saisir dans le cadre de leur travail, puisque la commission travaille sur des politiques qui sont transversales. Les politiques verticales appartiennent aux commissions permanentes. Mais la politique, lorsqu'elle est transversale, automatiquement tombe dans l'escarcelle de la commission d'évaluation des politiques publiques. On leur demande, est-ce que vous avez une politique à évaluer pour cette année, pour que nous puissions faire notre programme d'activité? Et c'est ce qui se fait. Donc nous sommes saisis par la commission, par le bureau de l'Assemblée nationale, par le président de l'Assemblée nationale. Voilà comment la saisine se fait et voilà comment nous travaillons. Nous avons déjà parlé du projet, le programme, nous parlons du PND, nous travaillons avec le PND. Nous, c'est le PND, nous évaluons et nous avons même une semaine de l'évaluation qui va se passer en octobre et la ministre est invitée à venir nous faire le point à mi-parcours de l'exécution du PND 2021-2025. Voilà comment nous travaillons en Côte d'Ivoire et c'est ce que la loi nous permet de faire. La méthode c'est la gestion axée sur la région. Oui, la gare. La gare, c'est... Oui, c'est ça. Oui, en matière d'outils, bon, c'est ce que j'ai dit, nous construisons. Et nous avons le guide de l'évaluation des politiques publiques qui est en élaboration. Un guide national. C'est vrai qu'en parlementaire, avec l'aide de notre partenaire Interpares, nous avons déjà élaboré un guide entre nos parlementaires, mais c'est pas encore... ce guide va nous permettre de finaliser le guide national sur l'évaluation des politiques publiques. Et ce guide sera utilisé pour servir de guide et comme un outil à mener un peu nos évaluations au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Les questions de genre. Bon, dans l'évaluation, on arrive à la fin. Bon, dans l'évaluation, il y a beaucoup de femmes dans ma commission. C'est du genre, non? C'est juste pour rire. Messieurs, dames, je vous invite à continuer ces discussions passionnantes autour d'un café. On a une demi-heure pour cela. Merci à tous les panélistes pour vos interventions plus riches les unes que les autres. Merci au public pour votre attention et bonne suite de journée.